Voilà 2 ans que je me suis lancé sérieusement ici, sur YouTube, à documenter mon parcours. 2 ans, punaise. Ça paraît si peu, mais tellement énorme à la fois. Je me rappelle encore de mes premiers mois en tant qu'indépendant où j'étais tout excité à l'idée que il y avait tout à construire, mais aussi hyper complexé par mon manque cruel d'expérience. Et voilà qu'en un claquement de doigts, j'y suis désormais. J'ai bien conscience que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez que j'attends pas d'être tout là-haut pour partager ce que j'ai appris. J'ai des objectifs personnels qui sont bien plus hauts que ce que j'ai déjà accompli, mais ça m'empêche pas d'être non seulement fier du parcours jusqu'ici, mais aussi et surtout de tirer des enseignements de ce parcours. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un retour très honnête sur ces 2 dernières années. De vous parler de choses qu'on raconte pas beaucoup sur la vie de vidéaste, la vie de créateur sur YouTube, la vie d'indépendant sur Internet, de voir aussi ce qui a changé par rapport à la première année et quelque part en profiter pour faire un bilan de ma vie professionnelle là en 2024 et de voir un peu la big picture de ce choix si important que j'ai fait en 2022 qui a été de changer de métier, tout simplement. Que vous soyez nouveau ou habitué des lieux, on est parti pour quelques minutes où on va papoter ensemble, toujours dans cette ambiance chill et posée à laquelle je commence à pas mal m'habituer et que je kiffe pas mal en ce moment, on va pas se mentir. Et on est parti. Dans un premier temps, ça me paraissait important de quelque part désacraliser l'entrepreneuriat. C'est peut-être pas la meilleure des idées, Nico, parce que je sais bien que c'est pas quelque chose qui fait beaucoup de vues ou qui attire l'audience. Mais ouais, j'ai envie de vous parler de la réalité, quoi. Faut dire que j'étais le premier à me laisser embarquer par ce fameux discours des entrepreneurs qui vendent la liberté, quoi. Vous savez, ces gens qui se filment à Bali et qui expliquent que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est travailler, gagner bien sa vie d'où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Sur le principe, c'est vrai, et quelque part, ça tient qu'à nous de faire ses choix de vie. Mais c'est aussi vrai de dire que c'est pas très sexy, de dire qu'on peut entreprendre et avoir une vie très normale, très banale, quoi. Ici, ça vit dans un T3 au loyer beaucoup trop cher, marié à mon amoureuse de lycée, avec un chat trop mignon. Ouais, il y a des semaines où il se passe des trucs, il y a des semaines où c'est un peu routinier. La vraie vie, quoi. Je passe encore trop de temps sur les réseaux et les distractions. En ce moment, je me délecte de House of the Dragon. Je me suis remis au sport tout récemment. Et ouais, j'ai une vie de foyer avec toutes les contraintes que ça implique. Et franchement, ça ressemble à quoi? 90% des gens normaux? L'idée ici, c'est évidemment pas de parler de ma vie, parce que clairement, on s'en fout. Mais c'est peut-être de vous exposer une facette moins sexy et peut-être plus réelle de la vie d'entrepreneur. Et je crois que quelque part, j'adresse directement ce message au Nico d'avant qui se voyait déjà digital nomade, à travailler 4 heures par jour, à être payé par des marques pour faire des projets vidéo à l'autre bout du monde, et toutes ces choses très cool, des choses qui peuvent arriver dans l'avenir, attention, je crache pas dessus, et loin de là. Et ça veut pas dire non plus que je suis pas libre, clairement je me suis jamais senti aussi libre de ma vie, mais je suis libre avec d'autres contraintes. Et sans le côté bling bling, quoi. Même si sur plein d'aspects ma vie a changé et moi-même j'ai changé depuis que j'ai démissionné, si on regarde les grands blocs de temps qui rythment mes semaines, ça reste des grands blocs de travail, du temps passé avec la famille, du temps à décompresser et tout ça. En fait, salariat ou entrepreneuriat, peu importe. Si on regarde bien et si on veut être honnête, ça ressemble beaucoup à du métro boulot dodo, à la différence qu'il n'y a plus de métro et que je kiffe mon boulot. Belle différence. D'ailleurs, parlons-en de ces blocs de temps, parce que c'est pas très sexy encore une fois, mais ces blocs de travail là, vous savez quoi? Ils sont plus grands et plus nombreux qu'avant. En fait, quand tu quittes cette vie d'ingénieur, tu quittes un quoi? 40, 45 heures par semaine de travail, et tu troques ça pour un 50-60 heures en fonction des semaines. C'est un running gag qui est assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat, du fait que quand tu te lances, tu travailles beaucoup plus. Mais ouais, qu'est-ce que c'est vrai? Je connais personne qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui travaille moins qu'avant. Ça doit forcément exister, hein, je dis pas. Mais dans mon entourage, j'avoue que c'est assez rare. Et quand j'y pense, c'est assez normal parce que bon, il y a tout à construire. Mais ouais, quand on le vit, c'est un autre délire. Alors on pourrait croire que travailler plus dans un boulot qu'on aime, c'est trop bien et on vit sa meilleure vie, etc. Et c'est parfois vrai et c'est souvent vrai même. Mais il faut quand même réaliser que 90% de mon temps, je le passe derrière un ordinateur. Si c'est pas pour écrire, c'est pour faire du montage. Si c'est pas pour répondre à des mails, c'est pour faire de la paperasse. Là aussi, ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est bien quelque chose que j'aimerais désacraliser. Être vidéaste, c'est pas tout le temps kiffer, être derrière la caméra, jouer avec les lumières, etc. En réalité, c'est surtout piloter tout ce qu'il y a autour
depuis son ordinateur. Là, en ce moment, pour une prestation, peut-être la meilleure prestation de cette année jusque-là, j'enchaîne les séances d'écriture pour mon prochain documentaire qui s'appelle Behind the Dream, qui traitera la transformation professionnelle et la reconversion professionnelle du personnage de Anne, qui était ingénieure, qui devient illustratrice. Peut-être que ça rappelle quelqu'un, hein, je dis ça comme ça. Et ça fait 2 semaines avec l'équipe qu'on se mange 3 à 4 heures de séances d'écriture tous les jours en asynchrone jusqu'à n'en plus pouvoir connecter 2 neurones, quoi. Et c'est trop bien, attention, je dis pas le contraire, mais c'est usant, c'est pas super sexy, mais c'est tellement important pour réaliser un bon film. Et que ce soit dans la vidéo ou peu importe le métier créatif, de ce que j'observe et de ce que j'expérimente en fait, le cœur du travail, il se trouve souvent dans la préparation. Donc on peut se dire, vu de l'extérieur, que réaliser un film, c'est trop bien, et c'est trop bien 100% du temps, et fondamentalement ça l'est, attention, hein, on kiffe le chemin comme on dit, mais ça veut pas dire que ça demande pas d'efforts, et que ça demande pas des moments où il faut serrer les dents, quoi. Prochain point, et cette fois-ci c'est un peu un conseil plus pragmatique au niveau entrepreneuriat, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est assez rare qu'on se lance dans un domaine, dans une activité. C'est pas un métier qu'on apprend, mais c'est bien plusieurs. Et si je dis ça, et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, c'est que selon moi, être un bon indépendant implique forcément d'être pluridisciplinaire. À moins d'être un génie et déléguer certaines choses rapidement, il est essentiel de maîtriser des fondamentaux qui sont aussi importants, si ce n'est pas plus important, que son craft principal. Je parle là de marketing, de vente, de développement personnel, parce que oui, il faut dire le terme à un moment. Tous les blocages qu'on rencontre au niveau de notre entreprise, c'est souvent dans le mental que ça joue. Je parle aussi de communication, de business, et toutes ces choses qu'on ne nous dit pas forcément, ou du moins qu'on n'intuite pas forcément quand on se lance. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant à cœur de partager ce savoir au sein de ma communauté du Follow Focus Club, où effectivement on va s'entraider pour faire de meilleures vidéos, comment j'ai de meilleures images, comment j'utilise le storytelling pour mieux écrire, comment je gagne du temps sur mon montage, mais aussi on va s'entraider sur des questions de personal branding, de business, parce que clairement c'est ça le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Et ça me fait la transition avec le prochain point que je voulais aborder avec vous pour parler un peu plus de vidéos et de YouTube notamment, c'est que plus j'avance, moins je suis d'accord avec ce truc où les gens disent que la création de contenu c'est pas pour tout le monde. En fait, plus j'accompagne des apprentis créateurs, plus je les aide à créer du contenu, à mettre de leur personne de leur contenu et à publier ce contenu, plus je comprends que tout le monde devrait créer du contenu en fait. Je sais pas à quel point c'est une conviction que je me construis parce que j'ai bien conscience que je suis entouré de plus en plus de créateurs et quelque part je pense que je dois tunnel vision et ne voir que par le prisme de la création. Mais quand je vois à quel point c'est une aventure humaine de ouf, aussi bien vers soi-même que vers les autres, je me dis que ça ferait du bien à pas mal de gens. Et pour le coup, je parle pas forcément que de vidéos, mais ne serait-ce qu'écrire, dessiner, s'enregistrer dans un micro et publier derrière, c'est tellement bénéfique sur plein de points. Le contenu qu'on produit, c'est tellement un parfait miroir de qui on est vraiment. Et je vois de plus en plus la création de contenu comme un outil pour creuser au fond de nous, pour savoir qui on est vraiment et trouver sa place dans ce bas monde. Ça permet de se découvrir, de se soigner dans bien des cas, de s'améliorer et de se rapprocher non pas de cette meilleure version de soi-même, parce que j'aime pas ce terme pour plein de raisons, mais du moins de se rapprocher de la personne qu'on aimerait être. Je crois que si je veux être honnête, si je me suis lancé dans un premier temps, c'est aussi pour me soigner. C'est pour quitter cette identité de mec qui se laissait porter par le choix des autres dans les sciences parce que c'est le cliché asiatique de l'élève bon en maths, prépa parce que ça rend fier la famille, ingénieur parce que ça fait bien sur le CV. Tout ça là, ça traduit une identité presque lâche, irresponsable si je peux dire. En tout cas, une identité qu'il fallait absolument que j'abandonne, quoi. Je me retrouve bien plus dans cette identité que j'ai aujourd'hui, bien plus créative, bien plus sensible, bien plus alignée avec mes valeurs. Et c'est pas un truc que j'ai développé pour devenir créateur ou pour monter en compétence pour mon entreprise ou que sais-je. Ce sont des valeurs qui ont toujours été là depuis mon enfance. Et on parle de reconnexion avec son enfant intérieur, je pense que c'est pas pour rien. Mais ouais, ce sont des valeurs qui ont jamais vraiment été exploitées jusque-là, ou même pire, dans mes anciens tafs où elles étaient écrasées. Et la création de contenu a été un moteur, si ce n'est le moteur,
dans cette quête qui continue encore. Chaque fois que j'écris, que je tourne des images et surtout que je vois l'impact de ces images chez d'autres gens, bah c'est là que je me sens vivant. Et la création de contenu, la vidéo, n'est qu'un moyen pour y arriver. Et c'est pas du tout une finalité. Donc ouais, plus j'avance, plus j'ai envie de mettre toutes ces valeurs dans tout ce que je crée, quoi. Ça a été le cas dans le bootcamp dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo et dont je continuerai de vous parler prochainement parce que il s'est passé des trucs très humains, des liens hyper forts se sont construits entre des gens qui, un beau jour, ont pris leur caméra, leur téléphone, se sont filmés dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur salon et ont décidé de publier cette vidéo. Quelque part, ça n'a aucun sens et je m'en suis bien rendu compte pendant le bootcamp. Mais ouais, il faut croire que c'est la magie de la création de vidéos, la création sur Internet. Donc oui, si vous cherchez à en savoir plus sur vous, si vous voulez creuser un peu plus au fond de vous, et que vous hésitez à créer du contenu, franchement, faites-le. Faites-le parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Et certes, ça va vous mettre devant votre reflet dans le miroir et ça va pas être très confortable parfois, mais c'est pour le meilleur, je vous assure. Et je vous promets que c'est pour le meilleur. Et si jamais, pour une raison X ou Y, vous bloquez, venez m'écrire ou allez voir ce qu'on fait au sein de la communauté. L'erreur dans ce cas-là, c'est de rester seul, tout seul dans son coin. Dernier gros point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, et on va surfer un peu sur cette vibe identité que j'ai commencé à aborder. Et c'est un gros sujet en fait quand on change de métier, mais une reconversion professionnelle, selon moi, et c'est un peu l'enseignement là de ces dernières semaines au bout de 2 ans d'expérience, c'est qu'une reconversion professionnelle s'accompagne toujours d'une recherche de validation, qu'on le veuille ou non. Je crois que 2 ans, c'est juste assez d'expérience emmagasinée pour prendre du recul, un peu de hauteur, et voir que avant ça, on ne fait que prouver qu'on peut le faire. Non seulement aux autres, mais aussi et surtout à soi. On est beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs à galérer quand il s'agit de se présenter. Parce qu'on fait tellement de choses différentes, parce que mine de rien, nos métiers sur Internet sont tellement nouveaux encore, que je sais pas. Quand il s'agit de se présenter, quand il s'agit de dire qu'on est youtubeur, créateur de contenu, il y a un truc qui vient cogner des préjugés, des idées reçues, des choses qui créent de la friction, quoi. Après 2 ans là, je suis même pas sûr d'être encore à l'aise avec l'idée de dire que je suis youtubeur. Rien que là, on est entre nous, je suis tout seul dans mon bureau, je sens de la gêne, quoi, quand je dis ça. Et je sais pas si c'est parce que j'ai peur ou du moins je redoute toutes ces idées reçues et j'ai peur qu'on me mette dans la même case que d'autres créateurs mais qui font pas la même chose que moi. Franchement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je sais que pour le coup, c'est une sacrée barrière à l'entrée pour certains qui sont dans une sorte de paradoxe quand il s'agit de créer sur YouTube où ils veulent créer et publier des vidéos sur YouTube, mais l'idée d'être youtubeur, ça coince quoi, il y a un truc qui bloque. Ça, c'est typiquement la manifestation, ou du moins une conséquence de la recherche de validation. Et c'est finalement très normal. C'est normal parce qu'on sait l'identité qu'on quitte, mais on ne sait pas trop vers laquelle on va. Et il faut dire qu'il y a tellement d'idées reçues, de clichés sur les métiers de créateur, de youtubeur, et pire, le gros mot d'influenceur. Il y a tellement de clichés sur tout ça que ouais, je comprends en fait que ce soit effrayant à bien des égards. Et franchement, après 2 ans, ce serait vous mentir de dire que ça y est, cette recherche de validation, elle est au clair et je ne recherche pas cette validation. Ce serait mentir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps et que ça passe forcément par de l'action, évidemment, mais aussi et surtout par des accomplissements qui nous font gagner en confiance. Ce serait vous mentir de dire qu'avoir une chaîne avec autant d'abonnés, parce que oui, 10 000 abonnés, bien que les vues soient pas aussi nombreuses qu'avant, ça c'est un autre sujet, c'est astronomique pour moi. Et ça me permet d'avancer d'un point de vue très personnel dans cette recherche de validation. Et de façon très perso, j'avoue que le fait de pouvoir payer son loyer, ses courses, ses charges avec son activité, et pas galérer avec son chômage et ses économies comme c'était le cas au début de l'activité, quoi, ouais, là aussi, validation. Ça permet de prouver que c'est sérieux, quoi. Quoi qu'on en dise, ce fameux chiffre d'affaires, au-delà du niveau de vie, du confort matériel, c'est une métrique essentielle pour venir valider ce qu'on fait. Et à ce sujet, je peux vous partager une anecdote avec mon père. Là, pour le coup, on est vraiment dans le racontage de vie, dans le très perso. Mais bon, je pense qu'à ce moment de la vidéo, on est vraiment que entre nous, qu'il n'y a que l'élite qui reste, quoi.
Mais ouais, c'est un épisode de ma vie qui m'a pas mal marqué et je me souviens de ça comme si c'était hier. Bref, j'étais en tournage sur Paris et quand je suis en tournage sur Paris, j'en profite pour aller voir mon père. Et mon père, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 78, et donc j'en profite pour passer du temps avec lui. Et le lundi matin, c'est le jour où il fait ses comptes, parce qu'il est auto-entrepreneur, il est traiteur asiatique sur les marchés. Donc oui, c'est le papa cliché. J'ai une famille de cuistots asiatiques très clichés. Il y a 30 ans, mes parents avaient un restaurant en région parisienne, cuisine asiatique aussi. Il y a quelques années, on vendait des pâtisseries à Tang Frères, pour celles et ceux qui connaissent, bref. Cliché, quoi. Et bref, il s'avère que ce jour-ci, pendant qu'il faisait ses comptes, on déclarait nos revenus URSSAF en même temps. Donc, il faut vraiment s'imaginer, lui à la main, avec ses tableaux, avec ses calculs, sa calculette. Moi, avec mon ordi sur le site de l'URSSAF, en quelques secondes, bref. Mais vient un moment où forcément, il voit le chiffre que je déclare et il le compare au sien. Donc, là aussi, il faut s'imaginer vraiment le papy asiatique sur les marchés avec son wok qui fait son riz cantonais, ses nouilles, ses plats, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous imaginez bien que il se tire un salaire, de quoi vivre tout juste, surtout en ces périodes un peu compliquées, mais voilà quoi. Il se verse un salaire sans plus. Et là, le truc, c'est que quand il a vu le montant que je déclarais, il était rassuré parce que on avait sensiblement le même chiffre à quelques centaines d'euros près. Sauf que vient un moment où je lui explique que moi, en fait, je déclare l'URSSAF tous les mois, contrairement à lui qui déclare tous les trimestres. Ça, c'est un choix qu'on choisit au début de notre entreprise. Et à ce moment-là, il a câblé. Et il faut bien voir le personnage parce que c'est un papa très doux, très gentil, très soutenant dans tout ce que je fais, mais qui garde vraiment ses sentiments pour lui, et notamment ses peurs. Et je sais que pour lui, le CDI d'ingénieur, mais vraiment, c'est le Graal, quoi. C'est la sécurité absolue. Donc au moment où il comprend que ce qu'il génère en 3 mois, moi, je peux le générer en 1 mois, ouais, j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait que... j'ai vu qu'il comprenait toujours pas ce que je faisais, parce que bon, la vidéo et YouTube, pour un papa immigré de plus de 60 ans, je vous fais pas un dessin, ça doit être tellement obscur pour lui. Mais j'ai vu de la fierté, et en tout cas un soulagement. J'ai compris dans ses yeux qu'il s'est dit un truc du genre, ouais, mon fils, il sait se débrouiller, quoi. Et quand bien même je le savais avant, parce que, encore une fois, j'aime trop mon père et j'ai la chance d'avoir cette figure paternelle qui a toujours confiance en ses enfants, qui va soutenir ses enfants moralement, du moins. Et là, voir à ce moment-là son visage s'illuminer, se soulager et voir qu'il est fier de son fils, hein, parce que quelque part, là, rendre fier ses parents, même en grandissant, je pense que c'est quelque chose qu'on va tout le temps rechercher. Tout ça, là, ça valide de ouf cette nouvelle identité qu'on est en train de se construire. Et j'aime bien cet exemple précisément parce qu'il reflète bien l'ambiguïté que c'est que de changer de métier à un moment précis de sa vie. C'est qu'à la fois, on est partagé entre cette recherche de validation interne et externe, ça on l'a vu, mais je comprends aussi que ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas du tout. C'est pas de notre ressort si nos proches s'inquiètent pour nous. C'est pas de notre faute s'ils y connaissent rien à ce qu'on fait. Et l'étiquette qu'ils nous collent, les peurs qu'ils projettent sur nous, on n'a aucun contrôle sur ça. J'en viens à un point où je crois que j'ai accepté que j'aurais toujours des remarques dans mon entourage du genre l'influenceur YouTube, ça marche comment en ce moment ? ou, ça c'est le pire. Toi, en fait, tu vends des formations comme les infopreneurs qu'on voit à la télé ou sur Instagram, là. C'est relou, hein. C'est relou de ouf, je vais pas vous mentir. Mais encore une fois, ça ne m'appartient pas. C'est leur vision, c'est leur prisme, c'est leur compréhension du métier parce que tout ça, c'est façonné par ce qu'ils voient eux. Nous, on sait foncièrement que c'est différent. Et je suis pas sûr que le fait de les rassurer et de les éduquer, ce soit un objectif très sain pour avancer dès lors que ça se fait tout seul au fur et à mesure des accomplissements. Donc la morale, peut-être que c'est de continuer ce que vous faites, de toujours chercher à vous améliorer dans votre craft et de chercher à devenir si bon qu'on ne peut plus vous ignorer, quoi. Be so good they can't ignore you. Ça, c'est un très bon livre de Cal Newport que je peux vous conseiller. Je vous le mettrai en description si j'y pense. Sur le branding, sur la productivité, sur comment sortir du lot. Mais ouais, faites en sorte qu'ils ne peuvent pas vous ignorer. Et partez du principe que les gens parlent et parleront toujours, et que les étiquettes que ces gens vous collent, ça ne vous appartient pas. Le seul petit truc avec lequel je peux vous laisser, qui peut faire la différence pour vous, qui peut vous alléger d'un poids, en tout cas un truc que j'aurais aimé réaliser un peu plus tôt, c'est vraiment ce truc d'avoir plus conscience de cette recherche de validation.
De l'accepter déjà, d'accepter qu'elle soit normale, mais aussi d'être clairvoyant par rapport à ça. Et de voir dans quel scénario elle vient agiter des peurs, réveiller des traumas, créer de la tension et donc vous influencer pour le moins bien, quoi. Ou au contraire, voir dans quel scénario vous pouvez en faire un moteur. Parce que elle vient toucher des valeurs profondes qui sont importantes pour vous, comme c'est le cas pour moi avec la valeur de la famille, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné. Ces 2 dernières années ont été les plus épanouissantes dans tous les compartiments de ma vie, mais encore une fois, c'est mon prisme, c'est ma vision du monde, c'est mon chemin que je vous partage là et que je documente sur cette chaîne. J'aurais jamais la prétention de dire que c'est ça l'entrepreneuriat, mais si vous matchez au niveau de tout ce que je vous raconte ici, si vous partagez les valeurs que j'évoque ici, que ce soit dans les succès ou dans les trucs un peu moins sexy que je vous ai exposés, bah il y a de grandes chances que vous soyez déjà passé par là, que vous passez par là en ce moment même. Et si jamais vous vous lancez ou que vous souhaitez vous lancer, je vous le souhaite, il y a de grandes chances que vous passiez par là également. Évidemment, tout ce que je vous raconte là, ça prend du temps à vivre, à expérimenter et surtout à assimiler. Et évidemment que ce que je vous raconte là, c'est une infime partie de tout ce que je peux vous raconter sur ces 2 ans d'entrepreneuriat. Mais si jamais ce sont des sujets qui vous parlent, si ça vous donne envie de vous lancer à votre tour ou ne serait-ce que de discuter, et sachez que je documente tout ça tous les dimanches dans ma newsletter. Il y a toujours un bout de mon activité entrepreneuriale que j'envoie en newsletter. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dans le lien en description et ça me ferait trop plaisir de vous retrouver de l'autre côté par mail pour qu'on échange. Merci beaucoup pour ces quelques minutes passées ensemble, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci surtout d'être là 2 ans après. C'est à la fois dingue, mais j'aime bien me répéter, j'aime bien répéter aux gens que c'est que le début en fait. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo que j'ai réalisée il y a 1 an pour raconter ma première année d'entrepreneuriat dans un format plus produit, plus raconté. Mais ça reste encore aujourd'hui une de mes vidéos préférées sur la chaîne et je mets ma main à couper qu'elle vous inspirera également. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines sur cette même chaîne. Prenez bien soin de vous. C'était Nico.